géothermie. Ce sujet-là, il se fait dans le cadre, beaucoup de monde qui nous rejoint. Donc, ce webinaire, il se fait dans le cadre d'une convention qu'on a avec l'ADEME. Donc voilà, l'objectif de cette convention. L'objectif de cette convention, c'est de pousser. On va y arriver, merci. On prendra 2 fois. Ouais. Pourquoi vous m'oubliez? Ça y a pas l'air d'apprendre. Donc, comme je disais, voilà, l'objectif de la convention entre la CCI Bretagne et l'ADEME, c'est de sensibiliser sur les sujets de transition et d'accompagner les entreprises dans les appels à projets de l'ADEME, notamment sur les sujets de l'énergie et de la décarbonation. Et donc, vous allez nous expliquer aussi pourquoi la géothermie est un sujet au niveau de l'énergie et de la décarbonation. Alors, on va faire un tour des participants, des intervenants. Là, de 9h à 9h20, on va donner la parole à Marie Milin-Aubert qui est en ligne. Bonjour. Est-ce que tu veux dire un bref mot, Marie, juste de présentation rapide avant de commencer? Est-ce qu'on présente les autres intervenants ou je... Bah oui, pourquoi pas, dans ce cas-là, on terminera par toi. David. Donc David Sandra, bureau d'études en éole-énergie, maîtrise de fluide et on fait pas mal de projets géothermie sur notamment le Finistère. Et Johan Dizerbo, donc Prisaire Forage, on a réalisé donc le chantier de l'Ibis avec David, mais sur la partie plus technique, donc forage géothermique, on aura l'occasion d'en revenir un peu plus tard dans le détail. Et Laurent Jeancourt, donc je suis le propriétaire de l'hôtel Ibis, où les travaux ont eu lieu. Voilà, et on fera la visite tout à l'heure de la chaufferie. C'est ça. Pour les présents, bien sûr. Ouais, à 10h30. Voilà, c'est l'avantage d'être présent à cet atelier-là. Et Mathéo qui était là, qui va arriver aussi, qui lui est sur la partie technique, donc forage sur le terrain, donc il pourra donner aussi des infos un peu plus terrain technique sur ce qui a été réalisé. Très bien. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, Marie, on te laisse la parole. Allez, c'est parti. Normalement, je partage mon écran. Vous me confirmez si c'est OK. Je suis en mode PDF, donc c'est peut-être pas optimisé pour vous. Vous me dites si ça le fait quand même ou si très bien. Je tente. OK, bon, parfait. Et bonjour à tous et à toutes. Désolée de ne pas être parmi vous ce matin. C'est un super format là, que propose la CCI avec la visite, le retour d'expérience et la visite à suivre. Donc c'est une super opportunité. Alors moi, j'ai le dur défi de faire de vous des experts en géothermie en 20 minutes. Donc il va falloir s'accrocher à vos chaises. Non, en vrai, j'ai pas du tout ce défi-là. L'idée, c'est plus de vous dresser un panorama de de quoi on parle quand on dit géothermie, notamment en géothermie de surface. Par quoi on est concerné en Bretagne, quelles sont les aides et quels sont les interlocuteurs. Et comme ça permet d'avoir les choses assez au clair et derrière de dérouler le tapis pour le retour d'expérience par la suite. Donc moi, je suis Marie Milin, je suis référente bâtiment tertiaire et référente géothermie en direction régionale Bretagne pour l'ADEME. Donc je ne suis pas une experte, mais je vais faire en sorte de vous faire passer des éléments un peu clés pour que vous puissiez avoir des clés de compréhension. Alors forcément, c'est à ce moment-là que le PC ne veut pas changer. Hop, on va le faire comme ça. Donc qu'est-ce que la géothermie? Eh bien, on va repartir de la langue. Gé, c'est la terre et thermé, c'est la chaleur. Donc la géothermie, c'est tout simplement la chaleur issue de la terre. Là, on ne va pas rentrer en détail dans ce slide, mais on le sait bien, plus on s'approche du noyau de la Terre, plus la température est élevée. Et d'une manière générale, si vous regardez le petit graphique là, on a une augmentation de la température qui est assez linéaire. Plus on descend, plus on gagne de degrés. En général, on augmente de 30 degrés à chaque fois qu'on descend d'1 kilomètre vers le centre. Mais il y a des zones particulières où on peut gagner beaucoup plus de température sur des températures sur des profondeurs moindres. Donc voilà, il y a différentes typologies de sol et donc selon là où on se situe sur le globe, on va avoir des températures plus ou moins élevées à une même profondeur.
Hop. Et donc, quand on parle de géothermie, on va parler de différentes technologies. Il y a ce qu'on appelle, ce qui est sur la gauche de l'écran, ça va être les géothermies de surface ou géothermie très basse énergie, où là, en général, on va avoir besoin d'une pompe à chaleur pour rehausser la température. On va chercher de la température dans le sous-sol, mais elle n'est pas suffisante pour les usages de chauffage, notamment. Donc, on va utiliser des pompes à chaleur dans la majorité des cas. Et puis, il y a des zones où, par exemple, le bassin parisien, où vous avez sûrement entendu parler de réseaux de chaleur à partir de géothermie. On va chercher dans le sol, on récupère de l'eau suffisamment chaude et on peut directement chauffer les bâtiments. Là, on est sur de la géothermie moyenne ou haute énergie. Et puis, il y a d'autres endroits où là, on va être dans des zones plus volcaniques, où là, on peut carrément aller chercher de la vapeur et on peut fabriquer de l'électricité. Donc, je spoil un peu le reste de ma présentation, mais nous, en Bretagne, on est concerné uniquement par la géothermie très basse énergie, donc la géothermie de surface. Donc, un petit récap de quelles sont les différences entre géothermie de surface et géothermie profonde. Je viens de vous le dire, mais la répétition fait qu'on retient mieux. Donc, géothermie de surface, on va avoir besoin d'une PAC. PAC, c'est pompe à chaleur. Et on va se situer entre 0 et 200 mètres de profondeur. On va aller chercher de l'eau à moins de 30 degrés et ça va nous permettre de faire chauffage, ECS, c'est eau chaude sanitaire, climatisation, rafraîchissement de bâtiments, etc. Et donc ça, on peut le trouver partout. On a partout du sol en dessous de nous. Donc dans tous les cas, on peut partout aller chercher de la chaleur. Et la géothermie de profonde, là, on va être à plus de 200 mètres. On peut aller chercher de l'eau entre 150 et 400 degrés. Et on est sur des usages différents, donc chauffage urbain, procédés industriels ou production d'électricité. Et donc là, forcément, il n'y en a pas partout. Et donc, en l'occurrence, on n'est pas concernés, nous, en Bretagne. Donc, quel est le contexte national? C'est important juste de se redire ça. Petit constat, en 2022, la chaleur représentait 50% de la consommation finale énergétique en France. Donc, 50% de notre conso, c'est pour faire de la chaleur. Cette consommation, elle était majoritairement d'origine fossile. Alors, il y avait un petit micro qui était ouvert. Cette consommation est majoritairement d'origine fossile et importée, à savoir 75% de gaz et de fioul. Donc, quand on parle de décarbonation de la chaleur, on est forcément sur un levier assez considérable de souveraineté et de maîtrise des coûts. Donc, je vous ai remis ici, on a quand même une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la LTECV qui date de 2015. On a des objectifs de neutralité carbone pour 2050 et donc forcément, si on développe la chaleur issue d'énergie renouvelable et qu'en même temps, on baisse nos besoins, on baisse nos consommations, et ça nous amène à des réductions des émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs, et c'est ce vers quoi on veut aller, bien entendu. Donc ça, c'est le premier constat de la chaleur et cet enjeu. Et dans les sources d'énergie renouvelable, il y a notamment la géothermie qui existe partout, on est partout sur du sol, sauf qu'elle est largement sous-utilisée. Elle représente à peu près 1% de la consommation de chaleur du pays. Donc c'est vraiment peanuts, alors qu'en fait c'est un gisement qui est présent, qui ne demande qu'à être exploité. Et puis c'est une énergie qui est locale, qui est sous le bâtiment qu'on veut chauffer, quoi. Et donc c'est intéressant de vous mettre en visibilité aussi un plan national, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un plan national géothermie, c'est pas forcément le truc dont on parle au JT, qui a été publié en 2023 par le ministère de la Transition énergétique et qui vise à se doter de 8 grands axes pour développer l'usage de la géothermie, donc accompagner la filière et se fixer des objectifs de dire, voilà, on veut faire plus de géothermie dans le résidentiel, dans le tertiaire, on veut faire plus de géothermie de surface, plus de géothermie profonde, on veut avoir de l'animation en région, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a ce plan qui existe depuis 2023 et on avait même un commando géothermie. Enfin, il existe un commando géothermie, voilà, donc il y a une volonté au niveau de l'État de développer cette technologie, de faciliter l'accès à cette technologie en développant le tiers financement, en regardant les aides, etc. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et donc, maintenant qu'on a dit qu'il y avait de la géothermie, qu'on voulait la développer, ok, mais on est concerné par quoi, nous, en région Bretagne? Alors là, c'est une magnifique carte géologique de la France que je ne pourrais pas vous commenter au-delà du fait que sur le Grand Ouest, on est sur un socle granitique. Et on retrouve la même chose du côté du Massif central. Donc socle granitique, alors ça, l'entreprise Prisaire saura en parler beaucoup mieux que moi peut-être tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on est sur une roche dure. Et contrairement à ce qu'on peut penser, quand on est sur une roche dure, en fait, c'est facile à forer parce que justement, ça va être stable. Encore une fois, je renvoie vers l'expertise de Prisaire Forage tout à l'heure pour nous préciser ça. Et donc, du coup, on a une région où les coûts de forage sont moindres qu'ailleurs en France. Donc, c'est hyper favorable.
Donc on peut forer facilement, on a des coûts de forage qui sont plus faibles et on a voilà, cette ressource qui est sous nous. Par contre, on n'est pas du tout concerné par la géothermie profonde, c'est pas notre sous-sol, il n'est pas comme ça. Hop, si je prends la suite. Et donc, quelle technologie existe? Quand on dit géothermie de surface, de quoi on parle? Alors, vous avez sûrement entendu parler des échangeurs, enfin des sondes. Sur de la maison, ça va être ce qui est... je ne sais pas si vous voyez ma souris dans la salle, mais ce qui est en haut à gauche, ça va être des sondes horizontales. Donc, il me semble qu'on est à 1,50 m peut-être de profondeur. Et puis, en horizontal, on va poser des sondes. Donc, c'est assez facile, il suffit de terrasser. Enfin, voilà, c'est assez facile à faire. On ne va pas chercher très en profondeur, donc on ne va pas chercher beaucoup de chaleur, mais pour autant, il me semble qu'à 1,50 m de profondeur, on peut avoir 13 degrés dans le sous-sol de manière constante. Donc, on a quand même un gisement qui est là, et pour une maison individuelle, ça suffit bien. Et c'est notamment cette techno qui s'est beaucoup développée en Bretagne chez les particuliers. Et puis après, on va avoir ce qui est en bas à gauche, les sondes verticales, et c'est de ça dont on va parler sur le tertiaire. Donc, c'est ça qui nous intéresse surtout aujourd'hui. Et le nombre de sondes va dépendre des besoins et de la profondeur à laquelle on implante ces sondes. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les installations en boucle fermée, c'est-à-dire qu'on va faire circuler de l'eau, généralement glycolée, dans un circuit qui est fermé, et on va récupérer les calories au travers d'un échangeur pour aller vers la PAC. Mais on est sur un circuit fermé. L'eau circule dans les sondes et ne va pas plus loin. Ce qui est sur la droite, c'est ce qu'on appelle les installations en boucle ouverte. Et quand on a une présence de nappe souterraine, et donc là, en fait, on vient pomper de l'eau à un endroit de la nappe, on récupère les calories de cette eau à travers un échangeur, et on vient rejeter cette eau donc, qui a été refroidie parce qu'on en a pris les calories, on vient la rejeter dans la même nappe, mais plus loin. Là, on est donc sur une boucle ouverte. Donc, c'est les deux technologies de géothermie de surface. Alors attention, les dessins ont été inversés, donc la nappe est à gauche, la sonde est à droite. Et donc ça redit ce que je viens de vous dire. Dans un cas, on puise et on rejette, et dans l'autre cas, simplement, on fait circuler le fluide dans les sondes. Alors, les installations sur nappe, pour pouvoir le faire, il faut avoir ce potentiel, il faut avoir cette existence de nappe avec un débit suffisant pour pouvoir en retirer une puissance. Donc le potentiel va dépendre vraiment de la géologie du sous-sol à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a oui ou non une nappe? Est-ce qu'elle a un débit constant? Et est-ce qu'elle permet d'assurer la puissance dont on a besoin? Sur les sondes, il suffit de forer et d'avoir du sol. Donc on a cette capacité, elle est beaucoup plus répandue, quoi. Et donc, autre chose, je vais vous parler du fonds chaleur de l'ADEME qui permet de financer des études et des investissements. Et donc, quand on parle de géothermie de surface, on intègre aussi tout ce qui est thalassothermie. Donc, ça va être de la pompe à chaleur sur eau de mer. Donc, au lieu d'aller chercher les calories dans le sol, on va aller les chercher dans de l'eau. Donc, soit sur eau de mer, soit sur eau de surface. Donc, ça peut être un lac, ça peut être une rivière. Donc, on va considérer ça comme de la géothermie de surface également. Et également ce qu'on appelle la cloacothermie. Donc, ce terme un peu barbare signifie de la récupération sur eau usée. Donc, ce qui sort de votre maison, l'eau qui a été souillée, on va dire, elle a de la chaleur. L'eau qui sort de votre douche, elle est chaude. On peut récupérer des calories. Donc, soit à l'échelle du bâtiment, mais il y a des technos très spécifiques, soit vraiment dans les gros réseaux de récupération des eaux usées. Et donc, je passe la seconde, parce qu'il faut que je tienne mes 20 minutes. Alors là, je vous ai mis des cartes qui référencent toutes les installations de géothermie qui étaient déclarées en France. Donc ça, c'était en 2024. Chaque petit point correspond à un projet. À gauche, géothermie sur sonde. Au milieu, géothermie sur nappe. Et à droite, je vous ai remis la carte géologique. Et donc, on voit qu'en Bretagne, on a plein de petits points, notamment sur sonde. Et en fait, ça, c'est représentatif de notre potentiel. On peut avoir un peu de potentiel sur nappe, mais c'est beaucoup plus ponctuel, alors que de la sonde, en fait, on a énormément d'installations chez des particuliers. Et s'il y en a, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a ce qu'il faut et que ça fonctionne bien. Et donc, ça reflète notre potentiel. En fait, nous, en Bretagne, quand on parle de géothermie de surface, on va essentiellement parler de géothermie sur sonde. Et donc, c'est le cas de l'hôtel qui va vous être présenté juste après. Juste en 2 mots, il existe une cartographie réglementaire qui dit si on a le droit, a priori ou pas, de forer en faisant une simple télédéclaration. C'est ce qu'on appelle la cartographie de géothermie de minime importance. Il y a 3 couleurs, c'est comme les feux rouges. C'est vert, c'est OK, orange, il faut vérifier, rouge, on s'arrête. En Bretagne, on est quasi exclusivement tout vert.
à la fois sur les sondes et sur les nappes. Sachant que cette carto a été révisée et devrait bientôt être publiée, on a quelques petites zones ponctuelles qui apparaissent, mais on reste vert en général. Donc, quels usages? J'en ai parlé tout à l'heure. On peut faire du chaud, donc chauffer des bâtiments. Si on a des systèmes d'émission de chaleur basse température, donc c'est soit des radiateurs basse température, soit du plancher chauffant en général. On peut aussi faire de l'eau chaude sanitaire. Mais on peut aussi, c'est là l'intérêt de la géothermie, on peut aussi faire du froid et du frais. Quelle est la différence entre le froid et le frais? Le froid, c'est on a une consigne, on fait de la clim, on veut chauffer à 20 degrés notre bâtiment quand il fait plus chaud dehors, bah voilà, on fait du froid. Le frais, c'est on va apporter du rafraîchissement. Donc on va utiliser du géocooling, on ne va pas passer par la pompe à chaleur, on va simplement prendre la fraîcheur du sous-sol, parce que autant en hiver, le sous-sol est plus chaud clair, autant en été, c'est l'inverse. On va prendre la fraîcheur du sous-sol et on va récupérer ce coup-ci les calories, mais froides, donc les frigories. Donc retenez, on peut faire du chaud, de l'eau chaude sanitaire, du froid et du rafraîchissement. Et donc comment ça fonctionne? Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, on prend les calories d'un côté, on les récupère par un échangeur. La pompe à chaleur fait tout son cycle de évaporation, compression, condensation et détente. Et paf, on a quelque chose de plus chaud qui sort de l'autre côté. Et donc, une pompe à chaleur, quand on consomme 1 kWh d'électricité, on va produire 4 kWh de chaleur. Et donc, on va parler d'un coefficient de performance de 4. Pour 1 consommé, on en produit 4. Là, je vous ai mis un petit schéma. Ce qui est à gauche, c'est ce qui vient de la terre ou de l'eau, selon notre source froide. Ça va dans la pompe à chaleur qui va consommer de l'électricité et ça nous donne des mégawattheures utiles, en fait, de la chaleur utile. Et donc, les 4, c'est ce qui sort divisé par ce qui est consommé. Et quand on fait du froid, bah, c'est l'inverse. En fait, on vient prendre les calories du sol et on en ressort quelque chose de plus frais. Le cycle est inversé, en fait. Le géocooling, on en a parlé. Simplement, on utilise la fraîcheur du sol et on n'a pas besoin de passer par la PAC, on a juste un échangeur. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on veut juste faire du rafraîchissement. Bah, notamment chez nous, en fait, on n'a pas forcément besoin de clim, mais l'été ou à mi-saison, on peut avoir des bâtiments qui commencent à chauffer un peu. La première des choses étant bien sûr de veiller à ce que les apports solaires soient limités, donc de traiter le bâtiment en lui-même. Mais le géocooling peut être hyper intéressant. Et on peut aussi faire du chaud et du froid en même temps. On fait appel à une thermofrigopompe. Et là, on a des performances qui sont hyper intéressantes parce qu'en fait, pour 1 kWh d'élec consommé, on va produire 4 de chaud et en même temps 3 de froid. Donc sur des bâtiments qui ont besoin de chaud et de froid en même temps, ça peut être très intéressant. Comment on définit l'installation? La base, c'est de partir de ses besoins. Est-ce qu'on a des besoins en chauffage, en eau chaude, en rafraîchissement, en process, etc. On regarde ça. On vérifie bien l'occupation. Enfin, la clé, c'est vraiment de bien dimensionner ses besoins. Si on veut avoir une bonne installation, il y a un vrai enjeu à partir de besoins fiables et d'avoir un dimensionnement qui est justement adapté à ça. Et donc, je ne peux pas vous faire une présentation d'une énergie renouvelable sans vous parler d'ENR Choix. C'est la philosophie qu'on applique côté ADEME. Avant de regarder quelle est la technologie la plus adaptée aux besoins d'un bâtiment, on va déjà regarder comment est-ce qu'on réduit ses besoins avec de la sobriété et l'efficacité énergétique. Ensuite, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas un réseau de chaleur à proximité. Si c'est le cas, c'est la solution qu'il faut privilégier. Et puis ensuite, on va prioriser les énergies en fonction on va d'abord regarder ce qui existe, qui est non délocalisable, par exemple de la récupération de chaleur fatale ou la géothermie du solaire. Et on va ensuite regarder si aucun de ces usages, de ces technos-là n'est adapté, on va pouvoir par exemple aller chercher le bois énergie. L'idée étant d'aller chercher l'énergie qui est la plus adaptée au projet. Donc chaque projet en fait doit faire cette démarche de réflexion. Quelles aides pour la géothermie? Alors au travers du fonds chaleur, on peut aider en phase étude et ensuite en phase investissement. Au niveau des phases études, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, sachez que ça existe, qu'il y a un cahier des charges à respecter, le cahier des charges ADEME pour l'étude de faisabilité. Il y a des prestataires qui sont référencés, qui ont une qualification RGE études. C'est le cas d'Aneol, par exemple, qui va faire la présentation par la suite. Et donc, on demande différentes qualifications selon si c'est pour l'étude de FESA ou un test de réponse thermique. Le test de réponse, c'est on fait un forage et on regarde comment le sol réagit. Et donc, l'aide est de 50 à 70% selon la taille de l'entreprise.
Et sur la partie investissement, de la même manière, on a des cahiers des charges, des conditions d'éligibilité à respecter. Et en fait, on va aider en fonction de la production d'énergie renouvelable. La production d'énergie renouvelable, sur mon magnifique schéma de tout à l'heure, c'était ce qui était à gauche, c'était ce qui venait de la source froide qui rentrait dans la pompe à chaleur. Et donc, on applique un forfait là-dessus. Et puis après, on a un plafonnement éventuellement selon la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est les aides. Et alors, vous n'avez pas tout retenu, c'est pas grave. Sachez, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez un projet en géothermie où vous dites, tiens, ça pourrait être intéressant la géothermie ou le solaire thermique ou le bois énergie. Et en fait, on a tout un réseau d'interlocuteurs locaux, soit à l'échelle de territoires qui ont une convention avec l'ADEME, soit au niveau de la région Bretagne. Et donc, selon où vous vous situez en Bretagne, vous avez un interlocuteur local qui peut vous accompagner dans cette démarche de réflexion de chaleur renouvelable. Donc, ça peut être géothermie, mais ça peut être autre chose, qui va vous aider aussi à regarder l'approche ENR choix que je vous ai présentée, et donc qui peut vous faire aussi des notes d'opportunité gratuites. Ça permet de faire une préfaisabilité, de se dire, avant de lancer une prestation auprès d'un bureau d'études pour faire une étude de FESA, qui peut être aidé, mais qui a quand même un reste à charge, ça permet déjà de dégrossir un peu et de dire si, ok, effectivement, la géothermie, ça peut être adapté chez vous parce que vos émetteurs de température, ils sont déjà à basse température, ou parce que vous allez faire une rénovation, vous allez pouvoir baisser ce régime, ou alors, ah bah non, vous êtes sur un vieux bâtiment pas du tout isolé, il faut que vous envoyiez de l'eau à 80 degrés pour chauffer, bah là, on va vous dire tout de suite, la géothermie, c'est pas adapté. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un premier échange. Et puis, c'est des interlocuteurs qui vous accompagnent tout du long sur le dépôt de la demande d'aide. Et c'est eux derrière qui conventionnent avec vous les aides du Fonds Chaleur, après approbation par l'ADEME. Et j'en ai fini, j'ai dépassé de 3 minutes. J'espère que c'était quand même un peu buvable et que j'ai pas été trop vite. Non, c'était très bien. Est-ce que comme ça, dans la salle ou sur Teams, il y a des questions qui vous viennent? Ah, il y a déjà une première question ici à l'extérieur. Bonjour, notre bureau d'études nous dit qu'il est impossible d'avoir des aides pour se raccorder à un réseau de chaleur et installer de la géothermie. Ouais, Alors, en fait, si on reprend le ENR choix que je vous ai présenté tout à l'heure, effectivement, le réseau de chaleur est plus haut sur la pyramide de hiérarchie. Et donc, s'il y a un réseau de chaleur, et notamment si c'est un réseau de chaleur, alors je vais plus avoir le terme en tête forcément, mais il y a certains réseaux en fait où dès lors qu'on fait une grosse rénovation ou dès lors qu'on construit un bâtiment dans ce périmètre, on a l'obligation de s'y raccorder. Et en fait, un réseau de chaleur, c'est quand même la manière la plus efficace de décarboner tout un périmètre. Donc, quand il y a un réseau de chaleur à proximité et que vous êtes dans ce périmètre, et si ce réseau est classé, c'est ça le terme, s'il est classé, eh bien, vous êtes dans l'obligation de vous raccorder. Donc, nous, on n'accordera pas une aide sur une installation de géothermie s'il y a un réseau de chaleur présent, mais que ce soit géothermie ou autre chose. néanmoins, qu'il n'y aurait pas des C2E? Ah, des C2E, c'est possible, oui, c'est possible, tout à fait. Mais par contre, il n'y aura pas d'aide fonds chaleur. On a été interrogé récemment là, sur une ville où il y avait un projet d'extension de réseau, et donc le projet était dans ce périmètre-là. Ce qu'on leur a répondu, c'est qu'ils pouvaient très bien avoir leur propre technologie, mais du coup, nous, on ne pourrait pas aider. En fait, on ne va pas aider à la fois le réseau de chaleur et des installations qui viennent du coup baisser les besoins du réseau de chaleur. De manière générale, si vous avez un projet, projet de sobriété, projet d'installation d'énergie renouvelable, n'hésitez pas à aller voir votre CCI, c'est le petit moment autopromo. N'hésitez pas à aller voir votre conseiller développement durable, votre conseiller transition écologique dans la CCI la plus proche. Vous me voyez, moi aujourd'hui, mais j'ai des collègues dans toute la Bretagne. Et on a tous le même niveau de formation par l'ADEME, le même niveau de connaissance. Vraiment, n'hésitez pas. On est aussi en lien avec la préfecture, avec la région, avec des personnes qui vendent des C2E. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. On a d'autres questions, mais là, il va y avoir des questions où je pense qu'il y aura des réponses plus tard. Le combien ça coûte, évidemment. On en parlera. C'est le nerf de la guerre. Et les fondations énergétiques de type biogéothermique peuvent-elles être aidées, peuvent être intégrées au dispositif d'aide du Fonds Chaleur? Oui, tout à fait. C'était sur mon schéma tout à l'heure, j'ai parlé surtout des sondes, mais effectivement, tout ce qui est bioénergétique, donc ce qui va se situer sous le bâtiment,
est bien intégré dans ce qui est éligible pour nous. Oui, tout à fait. J'avais demandé ça parce que pas mal de fois, on a de mal à justifier l'utilisation de biogéothermie, qu'ils apparaissent tard dans les projets, on les voit dans un lot différent. On voit la géothermie dans un lot différent que les PIO, donc c'est difficile de répondre à un PIO géothermique dans pas mal de projets, alors que les PIO géothermiques sont un peu plus, disons, verts que les sondes parce qu'on ne doit pas faire un forage à côté. C'est vrai que sur un bâtiment neuf, ouais, ça peut être pratique. Ouais. Oui, puis on n'a pas besoin de foncier à côté, quoi. Tout à fait, exactement. Ça, c'est plutôt fait pour le bâtiment nouveau que pour l'ancien. On est complètement d'accord, sauf s'il y a une reprise en sous-œuvre où on peut proposer, par exemple, des micro-pieux géothermiques qui pourront faire la même chose et aider un peu à la, disons, rénovation énergétique. Mais 90% des pieux géothermiques, parois géothermiques, sont plutôt faites pour des nouveaux bâtiments. C'est pas tout à fait pour la rénovation. Après, je vous cache pas que dans toutes les demandes d'aide qu'on a eues jusqu'à présent, j'ai pas encore eu de demande. Je suis là depuis 2021, j'ai pas encore eu de demande pour des pieux. C'est des forages sur sonde qui étaient concernés, mais c'est tout à fait possible, oui. C'est parce qu'on ne sait pas comment faire et parce qu'on ne savait pas qu'on peut être sujet de cette. C'est peut-être plus complexe aussi en termes de planning chantier parce que ça oblige à se coordonner entre justement le foreur, tout ce qui est structure bâtiment, enfin tout ce qui est fondation. Donc ça peut être peut-être un peu plus complexe en termes de gestion de chantier, mais c'est tout à fait éligible au fonds chaleur. Ça se fait. Nous avons déjà fait plusieurs projets de pieux géothermiques. On se coordonne très bien avec l'installateur des tuyaux. D'habitude, on travaille ensemble, on propose des solutions ensemble. Et donc, dans le planning, il n'y a vraiment pas de souci. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour la réponse. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a eu des solutions de géocooling ou thermofrigopompe sur des data centers qui ont été mis en place? Un sujet data center, donc peut-être récupération de chaleur des data centers? Non, l'inverse, refroidir un data center. Refroidir un data center. Alors, j'en ai pas connaissance en Bretagne, mais ça existe sûrement. J'ai eu la question là pour un industriel qui a du process et qui a besoin de refroidissement. Donc oui, ça peut se faire en fait. Donc sur un data center, après, est-ce que le géocooling va apporter suffisamment de frais pour le data center? Ça dégage quand même pas mal de chaleur. Donc je ne sais pas si le géocooling seul peut être suffisant, mais il n'y a pas de raison dès lors qu'on a besoin. Ça peut apporter sa part en tout cas. Ça s'étudie, je pense. Moi, j'ai pas de référence en tête comme ça. Mais data center en Bretagne, je pense pas qu'on ait de. Ouais. Mais sûrement dans d'autres régions. Si le sujet vous questionne vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et moi je me tournerai vers mes collègues des autres régions pour voir si on a des retours d'expérience là-dessus. Sinon, j'ai vu à l'étranger. Oui. Sur des pieux géothermiques. Pas forcément sur des sondes, mais sur des pieux géothermiques. Okay. Bon, c'est mon métier, donc c'est pour cela que j'ai vu plutôt des pieux géothermiques que des sondes. Je n'ai pas cherché, donc, mais je pense que ça se fait assez régulièrement. Okay. Le siège de Google aux États-Unis est sur des pieux géothermiques. Ils utilisent ça aussi pour leur data center. Ok. On continue, donc je vais laisser la parole à David Sandra. Alors après, je ne sais pas dans quel ordre est-ce que vous voulez fonctionner. Donc bonjour, moi je vais partager la présentation avec Johan Tizerbo de l'entreprise Priseur. Je remercie M. Jeancourt de nous avoir invités chez lui. Pour ceux qui sont en vidéo, vous ne verrez pas la visite de la chaufferie, mais le but c'était aussi de montrer, de faire un retour d'expérience un peu terrain, qu'on ait des choses concrètes à montrer, parce que et je remercie Marie Milin-Aubert de sa présentation très technique et c'est une très bonne introduction à ce qu'on va montrer maintenant. Je remercie aussi la CCI d'avoir organisé cette petite matinée. Donc nous, on a une expérience à présenter. Donc je présente rapidement. L'autopromo, notre bureau d'études est à Brest. On est spécialiste des énergies renouvelables. On est une équipe de 8 personnes. On intervient sur des sujets de bâtiments pour essayer de promouvoir en tout cas la place des énergies renouvelables, notamment dans les chaufferies. Donc ça passe par des missions de maîtrise d'œuvre, notamment la mission d'étude de faisabilité dont on va parler dans cette présentation.
Et puis après, on fait de la conception et puis du suivi de réalisation des différents projets. Là, je veux juste dire un mot, c'est que voilà, le bureau d'études à Néol, sans eux, bien sûr, je ne serais pas parti dans l'aventure. Ils m'ont bien accompagné. C'est très important d'avoir un bureau d'études qui suit et on est encore, d'ailleurs, il y a encore un suivi actuellement, pendant encore 2 ans, je pense qu'il y aura un suivi. Donc, c'est très, très important d'avoir un bureau d'études et compétent comme Anéol Énergie. Vous connaissiez déjà la géothermie avant? Non. Oui, c'est le fait d'avoir rencontré David Sandra et il m'a proposé de mettre ça en place. Ouais. Et après, c'est vrai que nous, on a quand même des coûts dans notre métier, l'hôtellerie, c'est des coûts énergétiques très importants. Les gens prennent des douches, voilà, et sur 100 chambres, ça représente énormément de. C'est notre deuxième poste après les salaires et les charges, c'est le deuxième poste le plus important. Donc c'est vrai qu'on pense quand même à l'aspect financier. Il y a aussi l'aspect écologique qui est pas neutre. L'image aussi qu'on peut donner à notre clientèle, comme quoi voilà, on va dans la démarche environnementale. Non, mais voilà, je voulais juste dire que le cabinet Anéol, il était primordial qu'il m'accompagne. On va en parler après. Donc c'est rapidement des sujets qu'on peut traiter. Vous voyez, il y a l'hôtel de M. Joncourt, il y a des établissements de santé. Là, ça rapproche plutôt des EHPAD aussi, maisons de santé. Là, un projet qui est en cours sur 15 sondes, 15 forages. Hôpital de jour de Roth-Renin, 16 forages. Des mairies de Pont-Scorff, qui était un site un peu marrant parce que c'est un bâtiment historique du XVIe siècle qui fonctionne alors on parle sur la géothermie à 100% et sur 4 forages, châteaux sur 10 forages, des maisons pour tous, des bâtiments publics, des hôtels qui sont en étude. L'industrie aussi, on a un industriel qui nous questionne aujourd'hui sur une étude qui est en cours. Sur une application un peu spécifique, voilà, donc genre de sujet qu'on peut traiter, du logement aussi. Il y a des outils spécifiques à demander à vos bureaux d'études sur la géothermie. Donc nous, on utilise un logiciel on a parlé de analyse des besoins. Donc nous, on utilise un logiciel Pléiade. Donc il faut des outils qui permettent d'analyser finement les besoins du bâtiment. Donc besoin de chaleur. Donc, nous, le sujet, ça va être de combien on a besoin en chauffage et en eau chaude sanitaire. Donc voilà, on utilise des outils de calcul au pas de temps horaire. C'est pour moi un incontournable. Et on a le même outil, la EED, spécifique pour la géothermie, donc qui permet de dimensionner les champs de sonde. Donc c'est vraiment caractériser les échanges avec le sol et l'échangeur géothermique que le foreur va créer en fait. Donc ça, on a des simulations à faire qui sont très importantes et on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, nouveau chez Anéol, on propose aussi la mission de test de réponse thermique sur la première sonde. Donc, à un moment, quand vous avez des champs de sonde qui font plus d'1 kilomètre, si vous voulez passer un dossier de subvention à l'ADEME, vous devez faire un test sur une première sonde pour garantir la qualité derrière de vos forages. Donc, le projet, donc, je vais présenter rapidement déjà le contexte du projet. Donc, on est dans un sujet typiquement sonde verticale. Donc, c'est de la géothermie de surface sur sonde verticale. Donc, on va voir où elles sont installées chez M. Joncourt. Un local pompe à chaleur. Et puis, derrière, de la distribution sur des émetteurs de chauffage ou des émetteurs des productions d'eau chaude sanitaire. Ça, je pense qu'avec la présentation qu'on a eue avant, c'est clair pour tout le monde. Le projet donc, avait une particularité, donc c'est que le site avait déjà 42 chambres existantes. Donc, on est sur un bâtiment avec une évolution depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis, un projet neuf, donc construction d'un bâtiment récent, performant, avec 52 chambres. Donc, on a plus que doublé la capacité de l'hôtel, avec des chaufferies gaz existantes et une facture de gaz d'environ 18 000 € par an. Le projet, en fait, a été décidé, la phase conception était dans la période de 2022 avec la crise ukrainienne.
sur le prix du gaz. Donc, on s'est rappelé ça aussi en faisant la présentation, c'est qu'il y avait un peu un niveau de stress à ce moment-là sur le prix du gaz qui est peut-être même encore plus élevé que maintenant. Mais ça a joué, je pense, aussi dans les décisions, avec la volonté de maîtriser le budget du chantier, mais aussi de se dire maîtriser les. Après, il y a un phasage en fait sur ce chantier, parce qu'il y avait d'abord une première tranche pour construire le bâtiment neuf et après rénover l'existant. Donc, avec 2 chaufferies en place dans l'existant, il y a eu vraiment un sujet, une réflexion sur le phasage des travaux. La volonté d'entrée de jeu d'intégrer les énergies renouvelables et aussi l'obligation, parce que il y a la RT 2012 impose aussi de produire de l'énergie renouvelable dans les projets neufs. Et puis, vous avez dû entendre parler du décret tertiaire. Donc, ça s'intègre aussi dans une obligation de faire des économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires. Voilà. Et un sujet, améliorer aussi le confort, forcément, des usagers dans l'hôtel et garantir aussi un entretien qui soit cohérent à long terme. Donc, du coup, on a aussi intégré le sujet de la rénovation des anciennes chaufferies. Donc, première chose, regardez les besoins, chauffage, eau chaude sanitaire, piscine, il y a aussi une piscine. Donc, ça représente 300 MWh, donc 18 000 € par an environ. On voit que la part du gaz représente 60% des consommations totales énergétiques du site. Donc, voilà, ça fait en phase diagnostic. Et la question, c'est comme on a agrandi de 50 chambres l'hôtel, demain, combien on va payer en gaz? Alors pour ça, on avait fait un diagnostic un peu multi-énergie pour essayer de comparer, alors ça rejoint un peu la démarche Énerchoix, le solaire, le gaz seul, quel est le gaz seul, réglementairement, c'était quasi impossible. Le solaire, on a rapidement vu qu'on manquait de surface en toiture et de cohérence dans les chaufferies pour pouvoir intégrer correctement du solaire sur le site. La chaufferie bois granulé a été évoquée aussi à l'époque pour des contraintes de livraison et puis aussi de simplicité d'entretien maintenance. On a écarté ce choix. Et la PAC aérothermique, alors, on a échangé là-dessus parce que souvent c'est la question qu'on nous pose. Pour les contraintes acoustiques et aussi de tenue, durée de vie, notamment en bord de mer, on a écarté cette solution-là. Il y a eu un comparatif donc de fait sur toutes ces énergies. Une des particularités de ce site-là, c'est la part d'eau chaude sanitaire qui est importante, et puis aussi le fait qu'on allait construire un parking et que c'était idéal pour installer les sondes. Voilà, donc et on avait la volonté tout de suite de couvrir des besoins d'eau chaude sanitaire qui sont importants. Le coefficient de performance, Marie en a parlé tout à l'heure, donc on oscille entre des coefficients de 3 à 4,5. Alors, en fonction des périodes de l'année, on n'a pas les mêmes coefficients de performance. En fonction des modes de fonctionnement de la pompe à chaleur aussi, si on produit de l'eau chaude sanitaire, on a besoin de températures plus chaudes, donc on a des COP qui sont un petit peu moins élevés. Mais globalement, l'ADEME exige qu'on mesure en fait sur les 2 premières années un coefficient moyen supérieur à 3. Voilà, donc ça, c'est un peu l'objectif de définir ce COP moyen. Un autre avantage par rapport au pack aérothermique, c'est que ces machines-là, elles sont dans un local chaufferie fermé, donc elles sont protégées des embruns et nous, alors là, on n'est pas en bord de côte, mais on a beaucoup de sites qui sont concernés par ces choix-là et les packs aérothermiques, nous, les retours d'expérience qu'on a, c'est que ça vieillit pas très bien en bord de mer. Et Marie en a parlé aussi sur le rafraîchissement gratuit. En fait, on est tous au courant que les températures vont augmenter dans les années qui viennent. Donc, la géothermie va avoir un gros avantage par rapport aux autres technologies, c'est qu'on pourra améliorer en fait le confort en temps de canicule. J'essaye d'aller vite. Non, mais on est bien.
Je pense qu'on est bien. Alors, la conception du projet, donc, M. Joncourt parlait de l'importance d'être bien entouré. Et cette étude de faisable, elle est primordiale. Il faut absolument que si vous avez un projet un peu d'envergure, il faut la faire dès les phases esquisses. C'est là que vraiment on se pose sur la compatibilité des radiateurs, où sont les besoins de chaleur en fait. Et puis on adapte la technique géothermique en fonction de cette analyse des besoins. Donc ça passe par un état des lieux précis de ces besoins. Et puis après, forcément, on fait le travail habituel de bureau d'études, on dimensionne les systèmes et puis on va faire des calculs économiques pour essayer d'approcher des économies réelles qu'on souhaite faire. Et il y a un accompagnement de l'ADEME qui n'est pas neutre non plus, puisque sans cet accompagnement-là, pareil, je ne serais pas parti non plus dans l'aventure. Et sur les études, et sur l'investissement. L'étude de faisabilité déjà a été prise en charge, je ne sais plus si c'est 80 ou 100%, je sais plus. C'est dans le slide de l'ADEME, c'est entre 50 et 70%. Et c'est déjà énorme, quoi. Voilà, parce que l'étude, je sais que c'était peut-être 10 000 euros à peu près. Il y avait les diagnostics de toutes les choses. Et ça, on ne sait pas si on va aboutir après derrière à quelque chose. Donc c'est quand même un investissement qui n'est pas neutre. Ouais. Justement, comme on en est à parler de l'addition déjà, mais on va rejeter plus tard. Parce que là, on commence à parler coût global, subvention et ROI. J'imagine que autour de la salle, il y en a certains qui sont assez mis, on verra ça. Faites vraiment vérifier donc assez tôt ces devis d'études de faisabilité auprès de nos confrères aussi, RGE études. La notion de RGE études, vérifiez bien ça et puis prenez contact rapidement avec l'ADEME parce que souvent ça peut être un peu long et en fonction des plannings de vos projets, des fois on perd un peu de temps et on a besoin de temps pour faire correctement cette étude de faisabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner justement les logiciels de simulation énergétique et puis on va trouver déjà les pics de puissance. Là, on voit un pic de puissance, ça c'est tout sur l'hôtel, en chauffage. Au mois de fin janvier, on détermine le pic de puissance de l'installation. Et on voit les répartitions sur toute l'année des besoins de chaleur. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle une monotone de chauffage. Et donc, en fonction de... Ça, c'est les appels de puissance en fonction des heures qui s'écoulent dans l'année. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dimensionne une chaudière à 200 kW pour passer la pointe quand il fait -4 en hiver, ça dure quelques heures dans l'année. Et que évidemment, on ne va pas dimensionner la pompe à chaleur là-dessus. Ce qu'il faut, c'est couvrir une majorité des besoins. Et donc, on a besoin de la forme de cette courbe. Vous voyez que la forme de la courbe, elle n'a pas du tout la même allure entre du logement, du tertiaire et alors là, une piscine. Et je suis content parce qu'il y a des gens qui sont concernés par le sujet de piscine dans la salle. Et vous voyez bien que du coup, le choix de la puissance de la pompe à chaleur, il dépend beaucoup de cette analyse-là. Et là, il ne faut vraiment pas se tromper parce que sinon, on peut faire des grosses bêtises. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec 30 à 50% de puissance installée, on va couvrir 70 à 90% des besoins de chaleur. Donc, pas besoin d'installer des puissances trop importantes. Et surtout, il ne faut pas le faire. Et l'ADEME vérifie ça aussi. Je ne rentre pas dans les détails, mais on doit démontrer par les calculs qu'on a des temps de fonctionnement qui sont corrects des pompes à chaleur. Pour des raisons aussi de COP et de COP et puis de rentabilité économique, tout simplement. Parce que quand vous allez voir les coûts, ça ne sert à rien d'installer des machines trop importantes et surtout des longueurs de forage trop importantes. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est dimensionné donc notre forage, donc nos longueurs de sonde, et on doit vérifier que le sol, il va s'appauvrir parce qu'on va lui extraire de la chaleur tous les hivers et aussi l'été si on produit de l'eau chaude sanitaire toute l'année. Donc il faut, sur cette courbe-là, vous voyez que c'est les cycles, là il y a 50 ans de durée de vie de l'échangeur sol, et on voit que l'hiver, la température du sol, elle diminue. La température du sol, elle est en moyenne à 10 degrés, et elle va chuter en fait jusqu'à 0 degrés par moment dans l'hiver, et elle va remonter en été.
On a un cycle comme ça et globalement, sur l'année, en fait, on a un épuisement du sol et il faut absolument atteindre un palier. Et on a une température de conception à -3 degrés qu'il faut vérifier. Et ça, on le fait par de la simulation énergétique du sol. Voilà, c'est le genre de courbe que vous avez dans les rapports. Et donc, plus on met des sondes, et plus haute est ce seuil, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut vérifier le dimensionnement de cet échangeur. Ça reste un échangeur, un gros échangeur, mais... Donc voilà, donc la FESA, pour l'hôtel Ibis, il y a eu plusieurs scénarios qu'on compare à une solution gaz. Alors là, c'était du gaz solaire, et on fait 3 forages, 4 forages, 6 forages. On a retenu la solution 6 forages. Et on a identifié très rapidement que les radiateurs haute température de l'hôtel existant étaient incompatibles avec la PAC. Donc la PAC ne couvrira pas les radiateurs de l'hôtel existant chez M. Joncourt. Ce choix-là a été fait. Ça, il est important de bien l'identifier. Voilà, donc là, on a un ROI qui a été calculé. On fait les CAPEX, les OPEX et les subventions. Et là, on fait des variantes aussi sur le prix de l'énergie. On fait des hypothèses sur est-ce que le gaz va fortement augmenter ou pas. Et on avait atteint un calcul entre 10 et 15 ans, 9 et 14 ans de rentabilité. Donc, je redis, faites-vous encadrer, accompagner par des gens qui sont spécialistes de la géothermie. Il y a de la technicité, donc il y a vraiment des compétences à avoir. Au niveau des entreprises aussi, il y a toute cette coordination à faire, parce que là, sur ce chantier-là, il y a vraiment il n'y avait qu'un lot, mais il y a une interface entre les foreurs et les chauffagistes qui est importante. Les fabricants des pompes à chaleur. Et nous, le retour d'expérience qu'on a, c'est que le suivi énergétique pendant les 2 premières années, il est obligatoire. Parce que vous allez voir que c'est très important. Voilà, donc, je passe sur qu'est-ce qu'on a fait. On a déroulé un projet de maîtrise d'œuvre. Le timing, ça a été, on a commencé en début 2022. Le chantier s'est déroulé à partir de début 2023 pour 18 mois. Il y a eu 18 mois de chantier, alors avec aussi la phase rénovation. Et donc, on a fait des réceptions il y a à peu près un an, en juillet 2024. Et donc, on a un suivi énergétique qui va durer pendant 2 ans et on est sur les 9 premiers mois de suivi énergétique. Donc là, je vais faire rapidement sur la réalisation du projet, le choix parce que je voulais aussi qu'on profite de ce petit moment pour appuyer sur un sujet technique, c'est le forage. Oui. Ouais. Peut-être avant de démarrer, donc Priser, nous, on est une société familiale bretonne basée du côté de Brest, Kersimple-Abellec pour ceux qui connaissent. On fête nos 60 ans cette année. On espère encore 60 ans devant nous. On est aujourd'hui spécialisé dans les fondations spéciales, c'est-à-dire les pieux. On en parlait tout à l'heure avec les pieux géothermiques, mais pieux, micro-pieux, etc. On fait aussi du forage d'exploitation d'eau pour les exploitations agricoles et aussi donc de la géothermie. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc si je regarde un petit peu les slides qui ont été faites par David, donc effectivement, sur la partie forage géothermique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 5 grandes étapes. Aujourd'hui, on va avoir la première étape, ça va être la foration. Donc techniquement, concrètement, ça veut dire quoi? On vient faire un trou dans le sol, le trou n'est pas très grand. On a un trou de 16 cm de diamètre. Au départ, on peut être un peu étonné, mais ça suffit en fait tout simplement pour venir implémenter nos sondes dans le sol. La deuxième étape, ça va être la mise en place de la sonde. Donc là, c'est ce qu'on voit sur la slide. Donc, c'est des sondes qui sont de diamètre 32 ou 40. Ici, à l'hôtel Ibis, on a mis des sondes en diamètre 40. Donc ça, c'est le dimensionnement qui a été fait par le bureau d'études. Et voilà, on sonde en diamètre 40. Donc ça, c'est la deuxième étape. On a dit mise en place de la sonde. Troisième étape, on le voit peut-être après, voilà, l'importance de la cimentation et le contrôle des sondes. Donc la troisième étape, c'est la cimentation. C'est-à-dire que sur toute la hauteur de notre forage, on va venir cimenter nos sondes. Pourquoi? D'une part, pour pouvoir protéger notre forage sur toute la hauteur,
Et le deuxième point qui est le plus important, c'est de pouvoir augmenter la conductivité thermique en fait simplement de notre forage. Et dans le temps, on va le voir. On va parler d'un point très important sur la durabilité de nos sondes. La cimentation en fait partie justement pour avoir une bonne durabilité sur plus de 50 ans de nos sondes. Vous insistez là-dessus parce que tout le monde ne le fait pas, c'est ça? Aussi, exactement. C'est dans la norme, mais faites attention à ça parce que c'est un sujet au niveau de l'association française sur la géothermie. En fait, c'est un vrai sujet qui est débattu en ce moment. Enfin, il y a un vrai sujet de contrôle de la qualité de ces forages. Faites attention. Et la cimentation, faites attention. Elle doit être faite sur toute la hauteur et pas que sur les 10 premiers mètres. Si jamais vous lancez un projet de géothermie, vérifiez bien ça. Ensuite, ça on en a parlé. Une fois qu'on a réalisé les forages, donc là par exemple à l'hôtel Ibis, c'était donc 6 forages de 170 mètres. Pourquoi 6 forages de 170 mètres? C'est simplement David qui a fait son étude et qui a modélisé, dimensionné ces éléments, et donc on est parti sur ces 6 forages de 170 mètres. Ensuite, on vient relier, donc la quatrième étape, on va relier les forages entre eux. Et donc là, on le voit, hein, ici, on vient relier donc tous les forages et les emmener tout simplement à la pompe à chaleur. Et ensuite, la dernière étape, c'est on vient donc remplir en eau nos sondes. Donc c'est un mélange de l'eau plus du glycol. Et c'est cette circulation-là de mélange dans les sondes qui vont aller jusqu'à 170 mètres. On vient récupérer la chaleur qui, Marie l'a dit tout à l'heure, est entre 13 et 15 degrés toute l'année, qu'il fasse moins 5 dehors ou plus 30, on a vraiment ce rendement qui est voilà, très intéressant. Au début, d'ailleurs, le glycol, c'était un peu compliqué il fallait remettre du glycol régulièrement, autrement la chaufferie elle tombait en rade. J'ai pu comprendre que sur sur les ajustements, justement, il y a à faire au tout début au démarrage, mais ça dure quelques temps. Ouais. Après, quand il n'y a pas de choc pour les clients, c'est pas terrible. Ça a duré, il a fallu remettre du glycol, peut-être, je sais pas, sur 2 mois, je sais pas. Est-ce que le taux, quand on met du glycol dans chaque forage, il faut que les forages soient remplis complètement d'eau glycolée à 30%. Et il y a des bulles qui se forment dans le forage. Et il faut bien purger tout ça avant. C'est un temps d'adaptation, quoi. Alors des fois, on va faire une purge, on dit bon, ça y est, c'est bon. Et puis il y a des bulles qui sont coincées encore dans le circuit. Il faut. Maintenant, il n'y aura plus à remettre du glycol, en fait. Ah non. Après, c'est fini. Non, il y aura un contrôle dans le temps sur ce taux de glycol, mais a priori, s'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de raison que. Pour mesurer le taux de glycol. Oui, c'est quelque chose à contrôler dans le temps. Et ce taux de glycol protège la installation. Donc, quand on voit la photo, bien évidemment, avec l'architecte, il y a un sujet phasage du chantier avec l'OVRD pour faire les tranchées. Là, il y avait un parking. Donc, en fait, sur ce chantier-là, Priseur Forage est intervenu presque en premier. Hein. Ouais. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les projets. On peut aussi faire des sondes sous les bâtiments avant construction. Donc là, c'est encore plus tôt. Mais aussi, on peut intervenir à la fin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été étudié avec le maître d'œuvre, l'architecte aussi pour le planning du chantier. Sachant qu'aujourd'hui, les terrains sont de plus en plus petits. Quand il y a des agrandissements, on n'a des fois pas la place pour loger toutes les sondes qui ont été calculées. Donc c'est là qu'on prend l'option de faire les forages sous le bâtiment. Bon, de plus en plus. On ne va pas forcément y revenir, mais c'est la chambre collectrice qui permet de venir relier tous nos forages entre eux. Et de cette chambre collectrice, on part vers la pompe à chaleur. Mais voilà. David, tu veux évoquer? Non, des vannes, l'importance des vannes, parce que contrôler les débits qu'il y a sur chaque forage, il faut que ça circule correctement. Donc, vous voyez les petites vannes au fond des collecteurs. Parce que quand il y a plusieurs forages, il y a certains forages qui sont plus éloignés de la pompe à chaleur. Ouais. Donc, pour que tous les forages travaillent ensemble, c'est là que les vannes d'équilibrage servent pour équilibrer entre un forage qui se trouve à 100 mètres de la pompe à chaleur et un autre qui se trouve à 5 mètres. Il faut que tous les forages travaillent pareil. C'est pour ça que les vannes d'équilibrage sont là.
C'est ça. Bon, ça, on est déjà, je vous ai présenté déjà. Ça, on l'a vu avec Marie tout à l'heure, la différence entre forage sur sonde et forage sur nappe, donc je ne reviens pas là-dessus. Les 5 grandes étapes, on vient de les voir ensemble. Moi, j'aimerais revenir sur un point qui est essentiel, c'est pourquoi un forage de qualité, c'est indispensable. On va le voir en 4 points. Le premier, c'est au niveau de la performance, c'est-à-dire que le rendement énergétique d'un bon forage, d'un forage, c'est ce qui va vraiment permettre de faire des économies d'énergie, comme on l'a vu, d'une part. Le deuxième point, ça va être au niveau de la durabilité. Un forage qui est bien dimensionné, qui est bien cimenté, qui est à la cote, c'est une installation qui va durer plus de 50 ans. C'est-à-dire que demain, la pompe à chaleur, elle va s'épuiser un petit peu dans le temps. On a quand même des durées de vie de 25, 30, 35 ans sur les pompes à chaleur géothermiques, ce qui est déjà très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va changer cette pompe et on va venir se rebrancher sur les forages. Et donc là, on a une vraie rentabilité qui est le troisième point. C'est que quand on implémente des forages géothermiques, on a vraiment cette valorisation du foncier là. On fait baisser nos coûts d'exploitation liés on va dire, à la production d'énergie. Et donc, c'est une vraie rentabilité dans le temps. Et puis le quatrième point sur l'environnement, l'empreinte carbone. Je pense que vous l'avez tous compris, on vient puiser de l'énergie dans le sol. Donc là, on est sur une énergie locale, décarbonée. Donc, c'est une énergie qui est bonne pour l'environnement. Et puis le dernier point, très très rapide sur comment on réussit un bon forage. Premier point, connaissance du terrain. Nous, aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on fait ce métier-là, donc on connaît le Finistère, on connaît les Côtes d'Armor, on connaît le Morbihan. On a différents chantiers. Donc, cette expérience-là sur le terrain. Je ne sais pas si tu veux dire un peu mot sur le granit, le type qu'on a en Bretagne. Non, on est sur des terrains globalement granitiques, comme elle disait Marie tout à l'heure. Et puis après, on a l'expérience de Pascal et puis de tout l'ensemble de l'équipe qui nous permet d'avoir vraiment une connaissance hors papier, je dirais, du terrain. Et on sait selon les coins comment on doit jouer au niveau de la technique. Et puis derrière, le matériel permet aussi de pallier aux problèmes techniques qu'on peut avoir et puis toujours réaliser le forage dans les... Tu peux dire combien de temps ça prend un forage de 175 mètres, par exemple? Globalement, on fait à peu près 100 mètres jour, c'est ce qu'on considère. Mais maintenant, on peut avoir des moments où on va plus vite ou des moments où on va moins vite, mais globalement, c'est 100 mètres jour. Juste la foration et la mise en place de la sonde. Après, derrière, on a tous les travaux annexes, donc la cimentation, et puis les raccordements que je ne prends pas dans les 100 mètres jour. Là, sur l'hôtel, la durée du chantier, c'était 3 semaines. J'ai 3 semaines, en fait. 3 semaines, ouais. Une période où il pleuvait pas mal, d'ailleurs. Oui, c'est ça. La météo n'était pas favorable. Et ça n'empêche pas non plus. Vous pouvez travailler dans tout le temps. C'est ça. Pas de problème. Même s'il neige. Dans tous les cas, la température elle reste constante. On peut mettre Est-ce que tu vas ouvrir ça descend. On voit leur machine ici, mais la contrainte, c'est quand même de pouvoir accéder avec la foreuse sur le chantier. Mais bon, voilà, il y a des endroits, ça peut être un peu plus compliqué, mais vous arrivez quand même à aller. Pas du tout intérêt de faire les forages sous le bâtiment, que ce soit au niveau tertiaire ou particulier, hein, c'est la même chose. On a déjà fait plusieurs projets comme ça et ça fonctionne très bien. C'est très rare qu'un chantier ne se fasse pas parce qu'on ne puisse pas accéder. En général, dans 98% des cas, on peut aller sur place. Et les sondes aussi, là, vous voyez les sondes qui sont en train d'être préparées pour être déroulées au fond des trous. Donc, il y a, voilà, à quoi ça ressemble un atelier de forage. J'aurais voulu que tu expliques un petit peu, David, pourquoi des fois on met des sondes de 40, pourquoi des fois on met des sondes de 32. Ah oui, alors là, vous avez le plan, par exemple, de l'hôtel de M. Joncourt. Et les petits ronds, là, c'est la position des sondes. Et là, on est sur 175 mètres pour les besoins énergétiques du bâtiment. Et en fait, pour limiter les pertes de charge, on est obligé de passer sur des diamètres plus grands. Donc, il y a 2 diamètres qui sont un peu courants. C'est le 32, c'est souvent, pour une sonde de 100 mètres, on est plutôt sur du 32. Et là, quand on atteint la zone entre 150 et 200 mètres, on va être sur du 40. Et notamment pour ces histoires de perte de charge, parce que
dans les consommations énergétiques de l'installation, il y a la consommation des pompes. Et en fait, ce qu'on gagne avec la pompe à chaleur, il ne faudrait pas qu'on le perde sur les consommations des pompes. Voilà. Il y a aussi une question technique de pression au niveau de la profondeur. Passer 150 mètres, on a quand même une pression qui est plus importante. Lors de la cimentation, pour pas que les sondes se ferment, il faut absolument passer en 40. Les sondes, elles sont en tenue à 16 bars, hein, c'est du PN16, je crois. Mais après passer 150 mètres, comme on a plus de pression, hein, il faut prendre en compte le fait qu'il faut monter le diamètre pour être plus costaud. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que sur un forage de profondeur égale, je veux dire 150 mètres, par exemple, 100 ou 150 mètres, si on met une sonde de 40, si on met une sonde de 32, dans lequel on retire plus d'énergie? Ça, on peut le regarder au niveau de la simulation. J'ai pas en tête le gain. Je suis pas sûr qu'il y a je pense qu'il n'y a pas un gain énorme. Mais par contre, sur les courbes, les consommations des pompes, oui, là, il y a un gain. C'est ça. Et il y a un palier, en fait. C'est un peu comme les impôts, quoi. Il y a un palier, là, parce que la perte de charge de la sonde en 32 à 150 mètres, elle commence à elle coûtait cher en électricité, en fait. Il faut faire attention. Donc, il y a tout ça qu'il faut... Et le surcoût est pas... C'est ça. Est-ce que tu peux donner à peu près un coût pour un forage de 150 mètres ça coûte à peu près combien réalisé? Et au mètre linéaire, c'est délicat de donner des chiffres comme ça sans avoir étudié, mais on va être entre 60 et 80 euros le mètre linéaire à peu près. Ouais, c'est confondu. Sans compter la cimentation. Ah, c'est tout. Ok, tout compris. Ouais, vérifier qu'il y ait bien la cimentation dans le devis, parce que quand il n'y a pas la cimentation dans le devis, généralement, ça commence mal. C'est moi. Vous le verrez sur le devis. Et dans les forages d'eau, est-ce qu'ils ont la cimentation justement? Parce que les forages d'eau, ils sont répandus. Pour la géothermie sur nappe, vous dites? Non, juste en général, quand on prend de l'eau dans le sel, est-ce qu'on les oblige aussi? Il y a une cimentation de surface, entre guillemets, pour protéger l'environnement, pour pas que l'environnement extérieur vienne affecter le C'est forage. pas pareil entre les forages géothermiques et les forages qu'on a de l'eau. C'est différent parce que sur un forage d'eau, ce qu'on veut, nous, c'est protéger la nappe. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'on bouche toutes les arrivées d'eau, puisque ce qu'on veut faire, c'est pomper l'eau. Donc, on va cimenter, comme disait Mathéo, sur les 10 premiers mètres pour éviter que les autres surfaces ruissellent justement dans notre trou. Et là, pour le coup, quand on fait de la géothermie sur sonde, qu'il y ait de l'eau ou pas, c'est pas le point le plus important pour nous. Dans tous les cas, on reste en circuit fermé, donc Exactement. Vous, c'est assurer l'étanchéité, justement cette régularité entre haut et bas de la chaleur que vous allez récupérer, qu'elle ne soit pas perdue. C'est ça. Surtout, et puis l'augmenter aussi, augmenter la piste. La cimentation, c'est un ciment spécial, c'est un ciment conducteur. C'est un coulis conducteur. Il faut qu'on ait un contact thermique. C'est pas du ciment fondation. Il y a de l'air rigolant, en fait. De toute façon, le ciment, c'est pas producteur comme le coulis. Il y a plusieurs coulis de géothermie aussi. Il faut une certaine conductivité dans ce coulis de géothermie. On peut mettre n'importe quoi dans le sol. Il faut que ce soit vraiment l'élément qui garantisse un bon échange thermique entre la sonde qui est en plastique, hein, c'est du polyéthylène, et la terre du sol. C'est vraiment cette couche de ciment qui garantit cet échange. C'est encore 5-10 minutes. 5-10 minutes. Alors, je vais aller sur la chaufferie, là. Donc, rapidement, on a vu les schémas tout à l'heure, mais les forages, on puise de l'énergie. La pompe à chaleur permet de transformer en fait ces calories puisées dans le bâtiment. Et donc, dans l'hôtel Ibis, là, on a un préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Donc, on a vous allez voir tout à l'heure, il y a des gros ballons d'eau chaude sanitaire. Et la chaudière gaz vient en complément ici d'un ballon gaz. Donc, il y a un ballon pack, deux ballons pack et un ballon gaz. Et après, la pack alimente aussi du chauffage et aussi un petit peu de rafraîchissement. Et là, on passe en direct. On passe en direct entre les forages vers les panneaux rayonnants que vous allez voir après. Donc, ça, vous verrez tout à l'heure l'organisation des éléments à la chaufferie. Je passe rapidement. Et là, dans l'espace bar petit déjeuner, on a des panneaux rayonnants, des panneaux chauffants, rafraîchissants.
justement, qui permettent de faire un peu de géocooling, ce rafraîchissement gratuit en été. Et puis, des radiateurs qui sont basse température. Donc là, pareil, attention, de bien dimensionner les radiateurs. Et ben, radiateur basse température, les gens… Les clients, il y a beaucoup de clients qui me disent, mais on ne comprend pas, on a mis le chauffage sur 5, mais ça reste tiède. Parce que eux, ils s'attendent à ce que le chauffage soit très très chaud. Et qu'on ne puisse pas poser la main dessus. Sauf que là, on est sur de la basse température. Donc, il faut qu'on leur explique que c'est la géothermie, etc. Et que c'est normal. Par contre, l'ambiance, il fait bien 20 degrés dans la pièce, il n'y a aucun souci. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils ont du mal à comprendre. Ça passe par des explications aussi là-dessus. Mais… Est-ce que les aides à l'investissement peuvent prendre en charge l'adaptation des émetteurs de chaleur pour l'adapter à la géothermie? Si on a un projet de géothermie, que les émetteurs ont dit que ça ne peut pas adapter et il faut l'adapter, est-ce que le… Alors, l'aide fond chaleur, elle est calculée, comme on s'était dit tout à l'heure, sur l'énergie puisée du sol, l'énergie renouvelable prélevée. Donc, c'est un montant qui est donné par l'ADEME. Après, ce montant-là, c'est un forfait. C'est une subvention qui dépend de la puissance énergétique de l'installation. C'est ça. Voilà. C'est pas sur le coût de l'installation. Voilà. Peut-être que Marie est toujours là. Ouais, je peux préciser quand même, effectivement, le remplacement des émetteurs de chaleur n'est pas intégré dans les dépenses éligibles. Et comme l'a dit David Sandra, nous, on va verser une aide en fonction de la production de chaleur renouvelable, donc en fonction de ce qu'on va capter du sous-sol. Par contre, ça, on y applique un forfait. Et par contre, l'aide est plafonnée. On ne peut pas aider à plus de, selon la taille de l'entreprise, c'est soit 45%, soit 55%, soit 65% des dépenses éligibles. Et donc, les dépenses éligibles, pour nous, c'est vraiment tout ce qui est sonde et tout ce qui est l'hydraulique en chaufferie. Mais on ne va pas intégrer les émetteurs. Donc, effectivement, ça peut être un coût important si les émetteurs ne sont pas du tout adaptés. Et d'ailleurs, dans les études de faisabilité aujourd'hui sur de l'existant, moi, je demande systématiquement maintenant qu'il y ait cette étude de l'adéquation des émetteurs pour vérifier est-ce que, en baissant le régime de température, les émetteurs restent adaptés, parce que parfois, sur des vieilles installations, on avait des émetteurs un peu surdimensionnés, ils étaient plus grands que le besoin. Donc, si on y envoie une eau un peu moins chaude, ça peut quand même assurer le besoin de chaleur. Et donc, on veut se rassurer là-dessus. Soit on se rend compte qu'on est un peu juste, donc peut-être certains émetteurs doivent être remplacés, ou peut-être qu'il faut rajouter quelques émetteurs. Mais effectivement, c'est un point crucial de vérifier que les émetteurs sont bien adaptés. Mais ça ne rentre pas dans les dépenses éligibles. Et ça, c'est une étude qui est importante à faire et qui est un peu longue. Il faut aller relever tous vos radiateurs, en fait. On l'a fait sur un château de 2000 m² là, au printemps. Et la réponse était super intéressante parce qu'en fait, on peut chauffer le bâtiment avec le surdimensionnement des vieux radiateurs par la géothermie. Si on n'avait pas fait cette étude, on aurait dit, non, c'était des radiateurs haute température, on passe notre chemin, on ne fait pas de géothermie à cet endroit-là. Mais bon, ça, c'est pas compliqué, mais c'est long parce qu'il faut passer dans toutes les pièces. Ou alors, si vous avez le temps et que vous n'êtes pas pressé, c'est une saison de chauffage et vous baissez au fur et à mesure le régime de température et vous voyez si quelqu'un vient se plaindre. Et si quand vous envoyez de l'eau à 55 ou 60, tout le monde a chaud, c'est bon. Mais ça nécessite d'avoir une saison de chauffage devant soi. Donc, ce n'est pas forcément toujours le cas. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc je voudrais quand même parler de l'instrumentation qui est nécessaire et vitale. Donc, il y a un compteur d'énergie là sur le forage. On doit instrumenter suivant un plan qui est aussi imposé par l'ADEME. Donc, on regarde les énergies du forage, du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, et on rapatrie tout ça sur… alors, il faut un peu de supervision technique là, accessible à distance, un peu de matériel de communication pour que ce soit fait simplement. Intégrer aussi ces dépenses-là dans vos projets parce que sinon, c'est ingérable. On ne peut pas faire un suivi énergétique correct. Des notions de coût, les forages sur l'hôtel Ibis, c'était environ 95 000 euros. On a sorti le surcoût de la chaufferie géothermique entre la PAC, les ballons. On a à peu près 50 000 euros, ça fait un total de 145 000 euros. Et il y a une subvention qui a été dimensionnée autour de 95 000 euros. Je parle sous contrôle de M. Joncourt, là. Mais… après, il reste justement toutes les données à transmettre à l'ADEME, mais sur les 2 ans. Ouais. Donc,
Donc voilà, c'est un reste à charge qui reste important, autour de 50 000 euros par rapport à une solution classique. Mais bon, en même temps, bon, si on n'avait pas fait de géothermie, de toute façon, il aurait fallu intégrer un peu d'énergie renouvelable. Là, on se compare vraiment par rapport au gaz. Alors là, vous verrez tout à l'heure une PAC de 50 kW et 6 forages de 175 mètres. Nous, le retour d'expérience qu'on a actuellement, donc on fait le suivi énergétique. Ce qu'on a constaté sur les dernières factures, c'est que le prix du gaz, il a doublé depuis le diagnostic. Donc déjà, voilà, bon, ça, je pense que vous avez tous vu l'évolution du prix du gaz. Et globalement, pour le moment, on est au début, on a encore pas mal de choses à améliorer, mais globalement, sur l'ensemble du site, on est passé d'un ratio de dépenses énergétiques avant qui était pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire à 151 kWh par mètre carré. On a réduit de 29% ce ratio global alors ce n'est pas que la géothermie, on est bien d'accord, hein, on est passé à 107 kWh par mètre carré. Si on regarde par chambre, on est passé de 8000 à 4400. Donc globalement, pour le propriétaire, ce projet-là, déjà, il est positif dès la première année, parce que en fait, on a construit, on a fait 50 chambres en plus, mais on a aussi réduit notre ratio de dépenses énergétiques par chambre. Et encore, c'est que le début. Et c'est que le début, parce que la slide suivante, on veut aussi dire c'est pas si simple que ça, cette affaire. On a eu pas mal de petits problèmes lors de la première année. Donc, on a des composants, 23 voies, carte électronique, même un compteur d'énergie qui ont été remplacés. Donc, on s'est rendu compte de tout ça lors du suivi énergétique, justement. Donc, on a des compteurs qui remontaient pas bien les informations. Et en fait, depuis juin 2025, on a une chaufferie qui est opérationnelle en termes de relevé de conso. Donc, ça a été un peu fatigant cette histoire-là, mais voilà, on en est là, je ne vous cache rien. Aujourd'hui, on a une campagne de mesure qui est en cours une campagne de réglage en fait qui est en cours, notamment avec le fabricant de la pompe à chaleur Viessmann et l'installateur de chauffage entreprise Le Boec pour améliorer les temps de fonctionnement de la pompe à chaleur et certains réglages, notamment sur l'enclenchement du géocooling, des choses comme ça. On s'est aperçu cet été que ça peut être amélioré. Voilà. Et donc, pour l'instant, c'est encore la chaudière gaz fonctionne trop par rapport à la géothermie pour la production d'eau chaude. C'est ce que j'ai compris. Voilà. On a la volonté sur le deuxième hiver de réduire les consommations de la chaudière gaz. Et donc, en conclusion, nécessité d'être accompagné par l'ADEME, le maître d'œuvre, les entreprises aussi compétentes et sachantes. Et aussi, les retours d'expérience des entreprises sont précieux. Et voilà, et on apprend à chaque projet. Et cette étude de FESA qui est primordiale. Le suivi énergétique, donc l'ADEME demande ça sur 2 ans. C'est pas pour rien, parce que le premier hiver, il ne faut pas croire, vous n'aurez pas tout réglé les problèmes. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je fais de la maîtrise de fluide. Déjà, sur une chaufferie gaz, ça peut être compliqué, mais en fait, la vérité, c'est ça, c'est qu'il faut 2 saisons de chauffe pour être bien réglé. Regardez, demandez des comptes à toute votre équipe, là, des comptes, en fait. Vous avez installé, vous allez payer une installation, vous allez dépenser de l'argent, demandez des comptes, quelles sont les productions réelles. Il faut que ces installations produisent réellement. Voilà. Et nous, le point positif, c'est qu'on a encore un potentiel important d'amélioration sur ce site-là. À la fin, justement, de ces 2 ans, est-ce que vous aurez une idée, enfin, vous aurez une idée avant, mais de la rentabilité du coup de l'installation? Parce que là, on voit qu'on a déjà diminué de moitié les consommations de gaz. Le ratio énergétique, c'est globalement les consos, on a construit 1600 mètres carrés en plus. Hein. Oui, c'est ça. Donc globalement, les consos de gaz ont augmenté. Ouais. Mais si on regarde au ratio de l'usage, et de louer une chambre ou de chauffer du mètre carré, on a réduit entre 30 et 45%
les factures finalement. Ouais, très bien. Oui. Les dépenses. Ouais. Enfin, dans les factures, parce que c'est compliqué, parce que c'est lié aussi, dans un suivi énergétique, il faut aussi regarder avec l'exploitant quelles sont les occupations réelles. Voilà. En faisant, on prend des hypothèses. Quand on fait cette analyse de besoin, quand on peut, on se base sur des mesures réelles, mais aussi on fait des hypothèses. Alors, sur un hôtel, le taux d'occupation est un élément clé. Voilà. Et après, le prix du gaz, bah, c'est un élément clé aussi. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder et pas faire de réponse trop hâtive sur le sujet après. Donc, et le fait que le gaz, que les balles, enfin les balles, je comprends que certains ballons de chauffage sont toujours alimentés au gaz. C'est quoi? C'est à cause de la nombre de chambres. C'était pas possible de le faire tout en géothermie oui, alors un apport gaz. en fait, l'hôtel a subi, il y a 3 extensions. Hein, en gros, il y a le bâtiment historique qui avait une chaufferie, le bâtiment extension 2007 qui a une autre chaufferie, et notre nouveau bâtiment. La question, c'était est-ce qu'on fait une grosse chaufferie et on démolit les anciennes? Et en fait, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix de produire beaucoup d'eau chaude sanitaire avec la PAC du nouveau bâtiment et alimenter le chauffage du nouveau bâtiment. Et par contre, on a rénové les anciennes chaufferies. D'accord, donc donc en fait, le gaz ne sert surtout que pour les anciens bâtiments. Sauf que justement, actuellement, le nouveau bâtiment, la nouvelle chaufferie, il y a encore trop de gaz. Apparemment, la chaudière gaz fonctionne trop. Sur celle-là, pour le nouveau bâtiment. Voilà. Mais c'est possible, en fait, mais pas à 0%, pas à 100%. Même sur la nouvelle chaufferie. Si vous n'aviez créé que le nouvel hôtel, par exemple. Oui, voilà. Avec des je pense qu'il faut toujours un apport gaz. En fait, on a cette capacité-là. On a des gros besoins de chauffage sur l'existant. Tout ça, c'est ce qu'il y a sur ce graphe ici. Donc, tous ces anciens radiateurs, ils sont chauffés au gaz. On a rénové les générateurs gaz. On est passé sur de la condensation performante sur les anciennes chaufferies. Et dans ces chaufferies-là, par contre, on a amené des préparateurs énergie renouvelable, des préparateurs alimentés par la pompe à chaleur. Donc, pour préchauffer l'eau chaude sanitaire. Donc, dans les anciennes chaufferies, on va traiter l'eau chaude sanitaire par la PAC, mais pas le chauffage. Et la question de monsieur, c'était si on prend que l'hôtel, le nouvel hôtel, est-ce qu'il aurait pu être alimenté donc que chauffage et eau chaude sanitaire que par la géo, quoi. Oui, alors c'est le cas. Enfin, il est pas à 100%, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Parce que ça aurait coûté trop cher de mettre une pompe à chaleur. Mais c'est le cas. En fait, le but, c'est de faire 100% des besoins de chauffage par la pompe à chaleur dans le nouvel hôtel. Et on vise 60% environ de la production d'eau chaude sanitaire. Et ça, c'est dans tous les cas ou ça peut s'étudier à 100%? Ah bah, c'est tout. Alors, en fait, votre question, c'est est-ce qu'un projet de géothermie peut être utilisé sans le gaz sur un projet de développement? Alors, techniquement, c'est possible, mais économiquement, ce n'est pas forcément la meilleure idée. L'investissement va être trop important par rapport au gain, donc il faut toujours garder un appoint. Quelque part en sécurité, la chaudière gaz, et là, s'il y a un problème, il n'y a pas que le géothermique, il y a quand même le gaz. Et sécurité. Il y a des règles fond chaleur, justement, qui mettent un peu des garde-fous là-dessus. Donc, a priori, on ne peut pas le faire. Mais il y a quand même des projets qui se font. La mairie de Pont-Scorff, elle a été chauffée 100% géothermie. On a supprimé le gaz. En quoi ça pourrait être en fait une géothermie? La pompe à chaleur, voilà, qui a à entretenir une carte électronique. Mais bon, retour d'expérience sur ces technologies nouvelles, on n'a pas encore. Enfin, on n'a pas 15 ans. Et on voit ça à chaque fois sur les chaudières. Moi, j'ai même une nouvelle chaudière à condensation, je sais pas, sanitaire, et j'ai une panne électronique d'écart. En fait, les problèmes, on les connaît moins bien. Et du coup, mais ça peut arriver aussi sur une chaudière gaz. Oui, mais après, on ne peut pas expliquer tout ça. Pourquoi c'est long aussi? Parce que vous avez dit Wiesmann, les gens sont en train d'apprendre les REX. Donc, c'est vrai que d'avoir le gaz vaut mieux parce que si vos clients ou ailleurs vous dites non, je ne sais plus. Ça peut arriver sur des nouvelles maisons. Il faut toujours en tête quand on a des choses anciennes éprouvées et aussi économiquement moins sophistiquées. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a un gros retour d'expérience sur les pompes à chaleur géothermiques. C'est plutôt de travailler avec des entreprises et des fabricants
qui ont. Alors, j'en ai pas parlé, mais le choix du fabricant, c'est quelque chose de très important. Parce que ce sont des gens qui ont 20, 30, plutôt des fois plus d'expérience. Il faut aussi des bureaux d'études à intégrer chez les fabricants qui soient en mesure de vous produire des études au niveau de la régulation. On rentre dans la technique là, mais c'est super important. Donc, mais il y a toute la chaîne à bien choisir. Ouais, voilà. Voilà. Tout à fait. De gens qui se mettent sur ces technologies. Et après, ça pourrait être aussi. On y arrive. On y arrive. Plutôt que les gaz, quoi. Ça pourrait être aussi. Parce que vous, je crois que vous êtes en propane ou gaz de. C'est de ville. De ville, oui. Et après, ça peut être des relais électriques aussi, peut-être. Ouais, après, la question de l'appoint, c'est une vraie question. Ouais, électrique, fuel, quand il y a du fuel, qu'on va graduler, on peut. Oui, voilà. Non, mais à l'heure actuelle, ça peut arriver. Moi, j'ai du gaz, ça m'arrive d'avoir une panne. On a une panne de gaz, ou un technicien arrive en urgence pour avoir du chauffage dans les chambres, mais ça arrive aussi. J'ai quelques questions en ligne. Alors, je commence par la fin. On a parlé du fait que l'installation et sa performance sont garanties pour environ 50 ans. J'imagine qu'on n'a pas 50 ans de temps d'expérience là-dessus. Mais la question, c'est que devient l'installation au-delà? C'est une bonne question et peut-être que Pascal pourra répondre parce que c'est lui qui a mis en place 50 ans. Pas 50 encore, mais 40 ans pour la géothermie. L'année du demi-siècle est annoncée qu'on n'a pas de retour. On en reparlera dans 50 ans, pas moi. Et dans 50 ans, vous me direz que l'installation peut tenir 100 ans, c'est ça? Voilà. Les sondes sont. Le constructeur, notre fournisseur, nous donne une durée de vie des sondes de 100 ans. D'accord. Ça, c'est certifié avec 100 ans. Bon, après, on part sur la durée de vie d'un bâtiment. Chez un assureur, durée de vie d'un bâtiment, c'est 50 ans. Donc la sonde, c'est la même durée de vie que le bâtiment. Bon, très bien. Okay. Mais en tant complément, la durée de vie d'un bâtiment, en réalité, c'est souvent plus de 50 ans quand même. Si on est sur un forage qui est sous l'emprise du bâtiment, dans une zone très dense, on n'a pas la capacité de créer des forages un peu en parallèle à la fin de vie de l'installation. Est-ce que c'est des questions qui ont été, que vous vous êtes posées? Vous avez des réponses? Pour du chauffage dans 70 ans, s'il n'y a plus de possibilité de recréer des sondes et que les actuels ne fonctionnent plus, est-ce qu'il y a moyen de les réhabiliter ou est-ce qu'il faut trouver un. Reforer. Là, si c'est en place, il faut. On ne peut pas, bien sûr, forer à l'intérieur du bâtiment. Ouais, ça, c'est pas techniquement, c'est pas possible. Après, ça fait. Quand tout est en place, c'est avant la construction qu'on peut le faire. Après, s'il faut faire de la géothermie, c'est autour du bâtiment. Mais il faut encore avoir de la place. Il faut encore avoir de la place. Après ça, on parle d'un cas où il y aurait potentiellement un défaut sur les sondes qui sont en place. Il y a un autre cas, c'est le côté aussi où quand on va puiser de l'énergie dans le sol sur plusieurs années, David en parlait tout à l'heure, effectivement, ça peut s'épuiser. Et donc, pour contrer ça, justement, il y a le côté où l'été, on vient utiliser ces sondes aussi là pour rafraîchir notre sol. Et ça, ça permettrait encore d'avoir une durée de vie qui est encore plus longue et d'avoir, on va dire, un rendement qui est bon dans le temps, dans les années, après 50 ans encore plus que tu dis. Et on rechargerait le sol en calories l'été. Exactement, ouais, c'est ça. Il ne faut pas négliger aussi la présence d'eau dans le sol. La circulation d'eau dans le sol favorise en fait cette récupération de la sonde. Ça permet de régénérer les sondes. Okay. Voilà. Il y a plein de choses. Je pourrais faire une présentation plus longue, mais aujourd'hui, on se pose des questions sur du couplage solaire thermique, sonde géothermique. Il y a des études en cours pour justement utiliser la chaleur solaire l'été pour recharger le champ de sonde. Il y a plein de choses qui peuvent s'étudier. Il y a une question dans le chat également, mais c'est juste pour donner une réponse définitive là-dessus. Est-ce que la géothermie est bien une énergie autonome? Parce qu'on a beaucoup parlé d'appoint d'énergie ou de solutions bis, mais vous nous confirmez que la géothermie, ça peut bien être du 100%, comme à l'Amérique de Corps. Ouais, si ce n'est qu'il faut quand même de l'électricité pour la prise, quoi. Exactement. Voilà. Mais oui, mais par contre, j'insiste sur le fait que pour monter les dossiers, on va chercher de la rentabilité. Et voilà,
l'utilisation de l'appoint et ce dimensionnement au plus juste de la pompe à chaleur permet d'avoir cette rentabilité. Très bien. On peut faire le choix d'aller à 100%, mais alors déjà, l'ADEME va peut-être vous dire qu'il n'y aura pas de subvention. Et puis derrière, en termes de rentabilité d'investissement, vous n'allez pas forcément vous y retrouver. Donc, a priori, tout quand la réponse est déjà quand même assez claire. Ouais, en fait, on va chercher un optimum technico-économique. Comme l'a dit David Sandra, on peut, quand vous avez un pic de puissance de 200 kg, mais qui va arriver que quelques heures dans l'année quand il fait -4, ce qui n'arrive quand même pas souvent, vous pouvez très bien dimensionner votre installation, sauf que vous allez mettre 2 fois plus de forage que ce que vous avez besoin la majorité du temps. Donc, c'est une installation qui va vous coûter beaucoup plus cher. Alors que si vous dimensionnez votre pompe à chaleur et donc le champ de sonde qui va avec à 50% de votre puissance maximum, vous êtes déjà en mesure d'assurer quasiment 90% de vos besoins de chaleur toute l'année. Donc en fait, vous n'avez plus qu'à couvrir les 10% avec une énergie. Si vous aviez déjà une chaudière gaz, si elle est encore fonctionnelle, c'est ça qui vous fait l'appoint. Et du coup, plutôt que de surinvestir sur votre installation de géothermie, qui ferait le job, c'est sûr, mais elle serait peut-être moins pertinente, elle aurait un coefficient de performance qui serait moins bon. Donc oui, ça peut être autonome, mais nous, on va plutôt pousser à chercher un optimum technico-économique, que ça vous coûte moins cher et que ça fonctionne mieux, et que derrière, vous ayez un appoint qui peut vous servir de secours effectivement aux besoins, mais qui vous fait surtout l'appoint juste les quelques heures de l'année où il faut envoyer de la puissance. Et c'est dommage de faire que 15 trous en plus dans votre foncier, juste pour quelques heures dans l'année, parce qu'en fait, vous allez surdimensionner le forage, vous allez surdimensionner la PAC, vous allez surdimensionner les circulateurs. Enfin, du coup, vous avez un impact sur tout. Donc, on parle vraiment d'un optimum technico-économique. Merci Marie de votre réponse très claire. Et j'enfonce le clou avec le cas de la piscine. Et on a du mal des fois à expliquer ça. Une piscine, ici, elle a une courbe monotone très plate. On a des besoins qui sont constants toute l'année et on a des pics de puissance qui sont faibles, avec des durées de temps de fonctionnement qui sont faibles. Remplissage de bassins, on vide les bassins, on a besoin de 300 kW pour remplir le bassin en 6 jours. Là, on va avoir besoin d'un appoint. On va, par exemple, avoir une chaudière électrique d'appoint pour faire ces 6 jours, ces 10 jours. Mais la pompe à chaleur, elle sera sur ce graphe-là, ils ont une pompe à chaleur à 60 kW et va couvrir 90-95% des besoins. Pourquoi aller investir dans une PAC de 200 kW? Ça n'a aucun sens économique. Et ça, je rigole, mais parce que j'ai des clients dans la salle, mais c'est difficile à expliquer en fait. Mais c'est la réalité. Donc, n'allez pas investir trop dans les pompes à chaleur. Cette monotone de chauffage permet de vous rassurer sur ce sujet-là. La monotone, c'est quelque chose qu'on demande, nous, dans le dossier fonds chaleur, en fait, justement, pour voir la pertinence du dimensionnement. Bien. Ce sera la dernière question. J'ai des contraintes des critères serres, là, je suis dans l'industrie, surtout dans l'énergie. Telco et les amis, et on a des critères serres, vous allez être content, on a la suppression des pompes à chaleur en R410A, parce qu'on a encore le droit de le fluide, mais bientôt il faudra. La directive F-Gaz avec l'horizon 2030, à chaque fois les fluides frigo qui ont le plus gros pouvoir de réchauffement PRG, on va s'arrêter. Est-ce que vous faites aussi ces accompagnements? Et puis, après, l'obligation des panneaux photovoltaïques sur le parking. Est-ce que dans l'approche, parce que les critères serres, je vais devoir rénover, et aussi chute sanitaire, tout ça, gaz ou atelier, est-ce que vous faites aussi une approche où vous donnez aux futures obligations réglementaires et avoir cette logique de dimensionner, vous avez parlé de chauffage, chute sanitaire, vous avez l'approche industrie? Moi, j'ai les deux. J'ai du tertiaire et puis j'ai du gaz dans la télé. Ah oui, on peut. Du coup, il faut avoir une démarche globale en fait quand on fait quand on commence une faisabilité. Évidemment, qu'on vous questionne sur comment vous utilisez l'énergie en fait. S'il y a des contraintes, on peut faire j'ai tellement de bâtiments différents et de choses. Voilà, donc il y a peut-être récupérer de l'existant comme là la chaudière gaz à certains endroits. Parce que c'est la difficulté quand on voit tout ce qu'on devra répondre en futures obligations réglementaires, les coûts d'investissement qu'il faut aussi annoncer aux employeurs et en plus dire dans l'histoire,
faut poser la question poser la question aux gens qui vous entourent. Il y a la CCI, il y a l'ADEME. On a parlé des notes d'opportunité. Il y a les bureaux d'études. Et il y a pas mal de personnes pour essayer au moins de vous aiguiller sur les premiers axes. Il y a des voies à ne pas prendre et ça, faut que vous le sachiez assez vite, quoi. C'est ça. Faut pas se tromper là-dessus. Il y a les choses fléchées. Maintenant, on sait que maintenant, là, en chaleur, il faut y aller aussi peut-être en priorité, parce que c'est plus facile aussi de vendre à une direction quelque chose qui est subventionné et que le reste à charge est plus faible. Et puis qui pèse aussi sur les factures. Oui, les gains économiques. D'énergie. Parce que nous, on vient de rajouter du gaz et de l'électricité pour chauffer des bâtiments pas isolés, parce qu'il y a les questions sociales et du coup. On peut peut-être commencer par isoler. Évidemment, après, nous, surdimensionné, il faut déjà isoler les bâtiments. Si le forage leur vend des surfaces, J'ai pas entendu la question. la surface de foncier qui est dédiée au forage. Et ben là, je crois qu'il y a un plan. Donc là, on le voit en fait d'un point de vue technique et réglementaire, les forages doivent être espacés de 10 mètres chacun, puisqu'on va puiser de la chaleur, donc il ne faut pas puiser la chaleur au même endroit. De l'autre forage. Il y a environ 60 places là. Et vous avez là, 60 places de parking. En fait, c'est sur l'ensemble du parking quasiment, aux C'est un peu dans les. Et puis avec une distance de 10 mètres. Sur les parties enherbées, en fait. En périphérie, quoi. C'est pas sous les gaz, sous les bitumes. C'est au milieu. Au milieu, il y a. On aurait pu. On a évité. Ouais. On l'a mis sur les parties enherbées, mais on aurait pu le faire en sous bitume. S'il y avait eu 8, on aurait dû aller sur les parties enherbées. On aurait pu le faire comme ça. Je sens que vous avez encore beaucoup de questions à poser, mais on va s'arrêter là pour pouvoir aussi libérer les personnes à distance et nous aller visiter la chaufferie. Merci en tout cas à vous de nous avoir éclairé sur les sujets de la géothermie, sur vos motivations et sur les résultats que donne la géothermie. On a enregistré ce webinaire, donc il sera disponible et il sera envoyé. Je vais aussi prendre vos présentations et je pourrai aussi les donner aux personnes qui se sont inscrites. J'ai vos emails à tous. N'hésitez pas s'il y a des questions. On notera nos coordonnées dans la présentation. Nous écrire. Ouais. Merci en tout cas. À vous. Merci. Très bonne visite. Et merci la CCI d'avoir organisé ce temps. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir l'échange avec un porteur de projet, le BE, le foreur, c'est hyper intéressant. Et un dernier point que je ne vous ai pas dit, on vous fera tourner aussi un formulaire de satisfaction. Voilà, si vous avez apprécié cette matinée-là. Il y en a ici en papier à la sortie de la salle. Voilà. Donc ça nous permet aussi de nous améliorer pour les prochains rendez-vous parce que on essaye de balayer un peu sur tous les sujets et voilà, on teste un peu différents formats de présentation des différents sujets. N'hésitez pas. Très bien. Bon, on va visiter, c'est ça? C'est ça. Merci. Allez, bonne visite, bonne journée. Au revoir.